Jüri üyelerine çabucak bir takım sorular okundu. Cinayetten suçlu, kışkırtma, hafifletici sebepler gibi bazı şeyler işitti. Jüri üyeleri dışarı çıktılar. Beni de daha önce beklemiş olduğum o küçük odaya götürdüler. Avukatım yanıma geldi. Pek konuşkandı. Benimle şimdiye kadar hiç yapmadığı şekilde daha güvenli ve candan bir tavırla konuştu. Her şeyin yolunda gideceğini, bu işten birkaç yıl hapis ya da kürek cezasıyla sıyrılacağımı düşünüyorum. Kötü bir karar çıkarsa temyiz mahkemesine gitme şansının olup olmadığını sordu. Hayır dedi. Jüriyi aleyhe çevirmek için ortaya kesin hükümler atmama taktiği uygulamış. Bir karar öyle ulu orta, bir hiç yüzünden bozulmazmış. Bu bana da apaçık göründü ve söylediği sebepleri haklı buldum. Olayı soğukkanlılıkla değerlendirirsek bundan doğal bir şey olamazdı. Aksi halde boş yere bir sürü kırtasiye işine yol açılmış olacaktı. Yine de bir üst mahkemeye başvurabiliriz. Ama ben sonucun iyi olacağını inanıyorum dedi avukatım. Çok uzun zaman, galiba 3 çeyrek saati yakın bekledik sana. Sonra bir zil sesi işittik. Avukatım, jüri başkanı cevapları okuyacak. Sizi ancak kararı bildirmek için içeri alacaklar diyerek yanımdan ayrıldı. Kapılar açılıp kapandı. Yakında mı, uzakta mı olduğunu bilemediğim merdivenlerde bir takım insanlar koşuşuyorlardı. Sonra salonda birisinin boğuk sesle bir şeyler okuduğunu işittim. Zil yeniden çalıp da sanıklara ayrılmış bölmenin kapısı açılınca bana doğru yükselen şey salonun sessizliği oldu. Genç gazetecinin beni görünce, başını başka tarafa çevirdiğini fark edince duyduğum garip hissin yarattığı sessizlikti. Marie'nin oturduğu tarafa bakmadım. Buna vakit bulamadım. Çünkü başkan garip bir şekilde bana Fransız halkı adına genel bir meydanda kafamın kesileceğini söyledi. İşte o zaman bütün yüzlerde okumakta olduğum hissin niteliğini anlar gibi oldum. Saygı hissiydi bu galiba. Jandarmalar bana çok yumuşak davranıyorlardı. Avukat elini bileğime koydu. Artık hiçbir şey düşündüğüm yoktu. Başkan bir diyeceğim olup olmadığını sordu. Düşündüm. Hayır dedi. Beni alıp götürdüler. L'aumônier m'a regardé avec une sorte de tristesse. J'étais maintenant complètement adossé à la muraille et le jour me coulait sur le front. Il a dit quelques mots que je n'ai pas entendus et m'a demandé très vite si je lui permettais de m'embrasser. Non, ai-je répondu. Il s'est retourné et a marché vers le mur sur lequel il a passé sa main lentement. Aimez-vous donc cette terre à ce point, a-t-il murmuré. Je n'ai rien répondu. Il est resté assez longtemps détourné. Sa présence me pesait et m'agaçait. J'allais lui dire de partir, de me laisser, quand il s'est écrié tout d'un coup avec une sorte d'éclat, en se retournant vers moi. Non, je ne peux pas vous croire. Je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Je lui ai répondu que naturellement. Mais cela n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais lui m'a arrêté et il voulait savoir comment je voyais cette autre vie. Alors je lui ai crié une vie où je pourrais me souvenir de celle-ci. Et aussitôt, je lui ai dit que j'en avais assez. Il voulait encore me parler de Dieu. Mais je me suis avancé vers lui et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu.
Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais monsieur et non pas mon père. Cela m'a énervé et je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père. Il est avec les autres. Non, mon fils, a-t-il dit en mettant la main sur mon épaule. Je suis avec vous. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane. Je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas? Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides. Mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, oui, je n'avais que cela. Mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours raison. J'avais vécu de telle façon et j'aurais pu vivre de telle autre. J'avais fait ceci, je n'avais pas fait cela, je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après, c'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite aube où je serais justifié. Rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Que m'importait la mort des autres, l'amour d'une mère, que m'importait son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisque un seul destin devait m'élire moi-même. Et avec moi, des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il? Mais comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait. Qu'importe si, accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salamano valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne que Masson avait épousée ou que Marie qui avait envie que je l'épouse. Qu'importe que Raymond fût mon copain autant que Céleste qui valait mieux que lui. Qu'importe que Marie donna aujourd'hui sa bouche à un nouveau morceau. Comprenait-il donc se condamner et que du fond de mon avenir, j'ai tout fait en criant tout ceci? Mais déjà, on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé, un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné et il a disparu. Lui est parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé. Je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Les bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Les odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, les sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prête à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais, pour la première fois, à la tendre indifférence du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux, que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine